Thiam, je vous remercie, chers camarades, je vous remercie. Donc, c'est une contribution technique que je souhaiterais faire par rapport à la journée du 17 mai. C'est une journée mondiale des télécommunications. Donc, j'ai l'habitude, pendant de tels événements, de faire une contribution directe. C'est personnel, là je précise, c'est une contribution personnelle. Compte tenu que d'abord je suis scientifique, ensuite technicien, j'ai jugé nécessaire de faire une contribution technique à l'égard des garçons, des jeunes qui sont dans des écoles de formation professionnelle. Des élèves aussi qui font le lycée. Parce que souvent, ils utilisent des notions théoriques et ils n'ont jamais eu la chance de voir la pratique. Parce que tout compte fait, je l'ai toujours dit, la science, c'est d'une manière générale l'ensemble des découvertes qui doivent exister dans le réel. Donc en classe de terminale, notamment en terminale CD, souvent les élèves utilisent des formules sans savoir leur portée technique dans la réalisation technique. Donc la science étant l'ensemble des découvertes qui doivent exister dans le réel, et la technique, elle constitue la réalisation, la matérialisation de cette science. Donc c'est la raison pour laquelle, à titre personnel, j'ai souhaité faire une contribution technique. Donc le 17 mai marque l'anniversaire de la signature de la première convention télégraphique et de la création de l'UIT. L'UIT est une organisation intergouvernementale technique de coordination et d'administration des télécommunications. Elle a été créée en 1865 sous le nom de l'Union internationale du télégraphe. Mais avec l'évolution et le développement du téléphone, elle adopte en 1932 son nom et se voit rattachée aux Nations Unies. Donc le rôle de l'UIT, c'est la prise en charge de la réglementation et de la planification des télécommunications. C'est ça, en gros, le rôle fondamental de l'UIT. La réglementation, la planification des télécommunications dans le monde. Donc, elle établit les normes dans ce secteur. Elle a aussi une autre mission, c'est d'attribuer les bandes de fréquences radioélectriques. De ce point de vue, alors je vais juste parler de télécom et de radioélectricité, parce que voilà en gros les deux questions essentielles sur lesquelles interviennent l'UIT. Donc je l'ai dit à une émission avec M. Elage, j'ai défini d'une façon très sommaire ce que c'est une télécommunication, ce que c'est un réseau de télécommunication. Je peux revenir là-dessus, mais très sommairement, c'est un rappel. Donc j'avais dit que le réseau de télécommunication, comme son nom l'indique, télécommunication veut dire communiquer à distance. Pour communiquer à distance, il faut impérativement qu'il y ait un réseau. Donc, réseau scientifiquement, c'est un graphe dont l'allure évoque un filet. Et qui dit filet, c'est l'ensemble de mailles et de nœuds. C'est ainsi qu'on définit un réseau de télécommunication comme étant l'ensemble des infrastructures mises en place, interconnectées, permettant de relier la liaison entre deux abonnés afin que ces derniers puissent échanger des informations. Donc, en très clair et d'une manière très simple, voilà la définition d'un réseau de télécommunications. Maintenant, quelles sont les informations à transmettre? Je l'avais dit aussi lors de l'émission, les informations à transmettre sont souvent de la phonie.
ou bien de la vidéo, ou bien des données informatiques. C'est la transformation des phénomènes qualitatifs en grandeur électrique. Cette transformation se fait grâce à la pertinence des électrotechniciens. Parce que ce sont eux qui conçoivent les transducteurs. Les transducteurs ont pour rôle de transformer les phénomènes physiques en signal électrique ou grandeur électrique. Ce sont maintenant ces grandeurs-là que véhicule le réseau de télécommunications. Donc, j'ai eu la chance de faire de l'instrumentation. Donc, ce n'est pas exclusivement que la phonie, la vidéo et les données informatiques que j'ai l'habitude de transmettre grâce à un réseau, mais j'ai eu la chance de faire l'instrumentation. Donc, d'une manière générale, tout phénomène physique peut être transformé en signal électrique. Si tu prends le cas de la Sococim, parce que j'ai eu à assurer la maintenance de la Sococim. À la Sococim, tu vois des phénomènes physiques tels que la vitesse, la force, la température qu'on supervise à partir d'un centre de supervision. Donc ce sont des capteurs, des instruments appelés transdusteurs qui convertissent ces phénomènes physiques-là en signal électrique. Et maintenant, à partir d'un centre de supervision, on supervise toute la Sococim, du concretage, c'est-à-dire de la matière première, jusqu'au produit fini, le ciment. Donc ça, c'est l'intervention des électroniciens. Maintenant, le problème des télécommunications, je l'ai dit tantôt, on peut avoir des supports matériels, comme on peut avoir des supports immatériels. Mais maintenant, avec l'évolution et le développement de la science, on tend à laisser tomber les supports matériels qui sont sous forme de câbles électriques. Pratiquement, on n'utilise plus de câbles métalliques. Comme support matériel, on utilise la fibre optique. La fibre optique, c'est un support en verre, mais qui utilise la lumière pour transmettre une information d'un point A vers un point B. Cette lumière a les mêmes caractéristiques que l'onde électrique qu'on utilise dans la transmission avec un support immatériel. Donc c'est là où je vais m'appesantir, parce que c'est ce domaine peut-être qui va intéresser Radio Joko ou les agents de RFM. Donc d'une manière générale, pour transmettre dans l'atmosphère une information, il faut impérativement qu'il y ait des ondes électromagnétiques. Qu'est-ce que c'est une onde électromagnétique? C'est un courant de déplacement résultant de la coexistence de deux champs magnétiques et électriques créés par un courant porteur, un courant de haute fréquence. C'est ce courant-là que crée l'émetteur. L'émetteur est un dispositif qui crée un courant de haute fréquence permettant de susciter des ondes électromagnétiques. Donc, voilà comment une information est transmise dans l'atmosphère. Il faut un émetteur qui est un appareil, un dispositif qui cuisine un courant de haute fréquence. Et c'est ce courant-là qui va générer des ondes électromagnétiques. Comment maintenant ce courant est créé? C'est important. Ce courant est une loi mathématique qui obéit à une formule
selon laquelle Y est égal à A sinus oméga t plus phi. Voilà la caractéristique du courant porteur que crée l'émetteur. Maintenant, comment il est créé? Il peut être créé à partir d'un quartz ou bien à partir d'un circuit oscillant. Qu'est-ce que c'est qu'un quartz? Un quartz est un cristal de roche que l'on trouve à l'état naturel. Quand il est traité et soumis à un choc électrique, il oscille. C'est cette oscillation-là qui crée le courant porteur, à partir duquel on crée les autres. Voilà la première méthode pour créer un courant porteur. Le second, c'est à partir d'un circuit oscillant. C'est là où quand même peut-être je vais intéresser les élèves de terminale, parce que souvent ils utilisent ces circuits. On utilise la décharge et la charge de la capacité. C'est la raison pour laquelle dans ce secteur-là, il faut beaucoup faire de, comment dirais-je, des dérivés, les dérivés en mathématiques, les dérivés et les différentiels, les primitives, on utilise beaucoup dans ce secteur ces formules. Donc, une capacité est un composant électronique qui présente une impédance au passage du courant électrique. L'impédance, c'est la difficulté qu'oppose ce composant au passage du courant électrique. Elle est égale à 1 sur C oméga. La selfie aussi est une composante électronique qui présente aussi une impédance au passage du courant électrique. Mais son impédance, cette fois-ci, est égale à L oméga. Nous avons aussi une autre composante qu'on appelle la résistance. La résistance aussi oppose des difficultés au passage du courant électrique. De ce point de vue, elle a pour résistance R. Maintenant, l'énergie emmagasinée par la self, il est égal à W égale à E demi de LI2. C'est l'énergie magnétique emmagasinée par la self. La capacité a aussi une énergie statique qui est égale à 1 demi de CV2. Le fait d'échanger ces deux énergies suscite un courant de haute fréquence obéissant à une loi mathématique selon laquelle Y est égal à A sinus oméga t plus phi. Voilà comment ce courant porteuse est créé. Maintenant, on peut créer un courant porteur qui ne correspond pas à la fréquence d'émission désirée. Tu peux avoir une fréquence inférieure à la fréquence d'émission ou bien une fréquence supérieure à la fréquence d'émission. Déjà, le second cas-là est très rarement utilisé, mais souvent, la fréquence que crée le pilote est souvent inférieure à la fréquence d'émission désirée. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as une fréquence F et tu veux travailler avec une fréquence F supérieure à F primaire. Tu fais une multiplication de fréquences. Je donne un exemple très concret. Joko, qui émet sur 87.7 mégas, avec
avec le quartz, l'inconvénient du quartz, c'est qu'il est trop fragile. L'épaisseur du quartz est inversement proportionnelle à la fréquence. Donc, si tu augmentes la fréquence, l'épaisseur diminue. Donc, souvent, tu as des problèmes pour avoir une fréquence très élevée. Pour éviter d'avoir des problèmes au niveau de ton rayonnement, au niveau de la réception, tu suscites une fréquence inférieure à cette fréquence-là. Et maintenant, la multiplier. Pour la multiplier, on utilise le théorème de Fourier. C'est simple. Fourier dit que un mouvement périodique résulte de la sommation de plusieurs signaux sinusoïdaux. Donc, tu fais entrer dans un étage amplificateur un signal de fréquence F. À la sortie de cet étage, tu as ce signal de fréquence F qui est la fondamentale, plus maintenant des harmoniques 2F, 3F, 4F. Grâce à un filtre, tu sélectionnes la fréquence désirée. Et dès lors, tu as la fréquence de ton émission. Maintenant, pour avoir la puissance requise, tu fais une application. Une fois que l'amplification est faite, tu transmets toute l'énergie à ton antenne qui au finish le rayon. Voilà en gros comment une émission est transmise dans l'atmosphère. Bon, maintenant, j'ai parlé de l'attribution des fréquences par l'unité. Vous savez, si tout le monde avait ses règles, tout se déréglerait. Donc, il y a un organisme qui attribue les fréquences. N'importe quel signal électrique est caractérisé par sa fréquence et son amplitude. Qu'est-ce que c'est que la fréquence? Qu'est-ce que c'est que l'amplitude? C'est très simple à expliquer. Un mouvement périodique, c'est un mouvement qui se reproduit identiquement à lui-même à des intervalles de temps égaux et réguliers. C'est de la forme Y est égal à f de x plus t. T est la période. Donc voilà la définition d'un signal ou d'un mouvement périodique. Parce que le signal électrique est un déplacement de masse d'électrons. Qui dit déplacement, mais dit, comment dirais-je, dit mouvement. Donc le signal électrique a un mouvement sinusoïdal. Contrairement à un signal électrique continu. Le déplacement des électrons du signal continu est droit, c'est une droite. C'est la raison pour laquelle en courant électrique, le courant continu est plus dangereux que le courant alternatif. Parce que le courant alternatif varie alternativement et que le courant continu varie d'une façon continue. Donc, ayant défini ce que c'est un mouvement périodique, il est très facile de définir la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. C'est ça la fréquence d'un signal. C'est le nombre de périodes par seconde. Et la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par ce signal en une seconde. Et la période qui était, c'est l'intervalle de temps séparant deux instants auxquels ce signal se produit. Donc voilà les caractéristiques d'un signal électrique. La fréquence, la période. Et maintenant, il y a une liaison, une dialectique entre la fréquence et la
longueur d'onde, la fréquence et la période, la fréquence et la vitesse de la lumière. Lambda, qui est la longueur d'onde, est égal à V sur F. V, c'est la vitesse de la lumière. Mohamed, tu le connais mieux que moi. C'est 3 10 puissance 8 sur F. Et ils sont inversement proportionnels. Quand la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue. J'ai parlé tout à l'heure de la lumière qu'on utilise comme porteuse dans la transmission d'une information par fil. Cette lumière-là aussi est un courant de fréquence mais très élevé. Parce qu'avec la fibre optique, on utilise des longueurs d'onde 1300 nanomètres. 1300 10 puissance moins 9. Si tu calcules lambda qui est égal à VF et tu permutes les moyens, V va à la place, F va à la place de lambda et lambda à la place de F, tu as une fréquence correspondant à 230 THz. 230 10 puissance 12 Hz. Donc, la porteuse, comme les ondes électriques, est caractérisée par sa fréquence, mais sa fréquence est très élevée. Donc, en gros, voilà comment est constituée la chaîne d'émission dans une transmission d'une information par onde électromagnétique. Tu as une fréquence de travail, F, émission. Cette fréquence est suscitée par un pilote, c'est le premier étage de la chaîne. Pour avoir la fréquence de travail désirée, il faut le multiplier. Une fois que cette fréquence est multipliée, pour avoir la puissance requise, il faut le faire passer par un ampli de puissance. Une fois que ces conditions soient réunies, avec une adaptation, tu le transmets à l'antenne. Parce qu'il faut aussi une adaptation. Si tu veux mettre deux conducteurs, l'un de diamètre de 10, l'autre de diamètre de 12, comment ça se passe? Tout l'eau sera versé, hein, parce qu'il n'y a pas une adaptation. Pour rayonner le maximum de champ dans l'atmosphère, il faut faire une adaptation. C'est la raison pour laquelle, à la base d'une antenne, tu as toujours une impédance imaginaire de forme Z est égal à A plus BJ. Maintenant, l'adaptation consiste à éliminer la partie imaginaire BJ. Une fois que cette condition soit réunie, mais tu transmets le maximum de champ dans l'atmosphère. Cette même technique est utilisée en télé. La différence qu'il y a entre la radio et la télé, en télé, on utilise deux fréquences d'émission. Une fréquence pour le son et une fréquence pour l'image. Et maintenant, il y a l'unité qui réglemente l'écart entre ces deux fréquences. Comment, pour la télé, l'image est analysée? Vous savez, pour le son, c'est très facile. Tu as ton micro, tu parles, c'est l'énergie acoustique qui est transformée en signal électrique. Comment? Tu as un circuit qui est alimenté et une résistance qui varie. En parlant, la résistance varie. Si la résistance varie, le courant varie en fonction de la variation de l'énergie acoustique. Et ainsi, au finish, tu as un courant qui correspond à la variation de l'énergie acoustique. Pour la télé aussi, c'est très simple. À partir de la caméra, l'image est analysée en points, lignes et trames. Pour chaque ligne, tu émets un signal synchro-ligne. À la fin de chaque trame, tu émets un signal de synchro-trame. Et
cette information est plus complexe que l'information de la radiodiffusion. Parce que pour la radio, tu as une seule information. Mais pour la télé, non seulement tu as l'image, l'information image, mais aussi tu as des signaux de synchronisation. À chaque fin de ligne, tu émets un signal de synchro-ligne. À chaque trame, tu émets un signal de synchro-trame. Maintenant, à la réception, c'est donc au niveau de la chaîne réception, il y a aussi deux circuits. Une chaîne son et une chaîne vidéo. Dans la chaîne vidéo, tu as l'image qui va directement au niveau des tubes cathodiques. Et maintenant, les signaux synchro et lignes sont extraits et vont permettre de reconstituer l'image initiale. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà la différence. Oui. Oui, juste une question. Oui. En fait, pour ce cas précis, quoi, ça entre la transmission de l'image et la transmission en fait, du son. Oui. On voit que parfois, la transmission du son est plus facile et moins, pratiquement, on peut dire, à notre langage, moins lourde. Parce que s'il s'agit d'images, par exemple, si par exemple, lors de la Coupe du Monde qui s'est déroulée en Asie, on recevait l'image, c'est vrai, mais le son était beaucoup plus rapide que l'image. Ok. Mais là, c'est très simple. Là, c'est très simple, c'est important. Parce que ces images-là, on les a reçues. On les a reçues grâce aux satellites. Les satellites, c'est des émetteurs, récepteurs qui sont à 35 km de la Terre. Donc, vous êtes ici, le satellite est là, bon, le lieu de retransmission est là, mais c'était où par exemple? Au Japon, Japon est là, mais vous voyez la distance que cela fait, là, ça fait 35 km, 35 000 km. Hein? C'est dû à la distance. C'est dû à la distance. Donc c'est la raison pour laquelle des fois il y a un petit retard entre le son et l'image. Mais avec des techniques, en tant que technicien, en tant que scientifique, mais nous avons créé des systèmes qui permettent de réduire l'écart, le temps de retard. On l'appelle le temps de propagation de groupe. Mais malgré ça, tu sens ce petit là. Donc voilà. C'est bon de venir sur la transmission. Tout à l'heure, j'ai dit que pour émettre une information dans l'atmosphère, ça c'est la chaîne émission, ça c'est l'antenne. Mais où est-ce qu'on émet cette onde électromagnétique? Mais c'est dans l'atmosphère. L'atmosphère aussi a ses spécificités. L'atmosphère est divisée en 3 zones. Suivant maintenant la valeur de la fréquence émise, tu as des fréquences qui réfléchissent sur la première couche parce que chaque couche de l'atmosphère est caractérisée par son taux d'ionisation électronique. Suivant maintenant la valeur de la fréquence, il y a des ondes qui se réfléchissent sur la première couche, d'autres compte tenu de leur valeur se réfléchissent sur la deuxième, d'autres se réfléchissent sur la troisième, d'autres percent toutes les 3 couches et vont se réfléchir sur des mobiles comme les radars ou bien captés par des satellites. Donc ça aussi, ce milieu de transmission-là, mais est un milieu complexe. Comme la fibre aussi, c'est un milieu de transmission. Donc voilà en gros ce qui explique ce retard. Voilà.
Voilà en gros ce qui explique ce retard. Donc, puisque je m'adresse toujours à des bacheliers, hein, c'est souvent ce sont les bacheliers là qui m'interpellent. Il est bon de venir sur ce qu'on appelle, voilà, il y a un autre élément très important. Les fréquences ont été réparties par l'unité selon leur valeur. Si tu as une fréquence comprise entre 3 et 3 kHz, 3 et 3 kHz, cette fréquence-là est appelée très basse fréquence. Tu as la bande de fréquence 30, 300 kHz, ça aussi c'est une bande de fréquence. C'est ce qu'on appelle les fréquences longues. Tu as les moyennes fréquences. C'est ça qu'on utilise en radio, mais avec la modulation d'amplitude. J'avais défini ce que c'est une modulation d'amplitude. Compte tenu que l'onde porteur obéit à une loi mathématique selon laquelle Y est égal à Y est égal à sinus oméga t plus phi, tu as deux paramètres qui caractérisent cette onde. C'est A, oméga qui est égal à